On repart les amis, on repart avec Yves Pasquier-Lévigne, le patron de Volvo Cars en France. Salut Yves. Donc, alors j'ai dit en sommaire, j'ai l'impression qu'il y a 20 ans qu'il dirige Volvo, mais non. Non, on a un peu moins. 7, oui. 7, mais c'est des années chats, donc c'est peut-être 14. Mais il y a 20 ans que tu diriges en fait des grandes marques internationales en France. Voilà, c'était General Motors avant, à l'époque où Opel était chez General Motors. Oui. Et maintenant c'est Volvo. Volvo, alors j'ai vu ça d'ailleurs en préparant l'interview, ça m'a surpris. Parce que la notoriété de la marque, enfin j'en sais rien, c'est quoi le taux de notoriété de Il est très fort. Hyper fort. Mais c'est un tout petit constructeur en fait, Volvo, même à l'échelle mondiale. Oui. On est, selon les pays, entre 1 et 2% de part de marché des pays, à part la Suède où ils sont à 21, 22, parce que c'est leur territoire. Mais non, la marque, l'image est beaucoup plus forte que les volumes. Mais finalement, si tu regardes les créneaux, les segments sur lesquels on est, on est à 12, 13, 14%. Dans le premium et les segments sur lesquels on travaille. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'on n'a pas les petits. Alors, c'est un des sujets, d'ailleurs. Tu fais que des gros SUV. Enfin, ils essayent d'être de moins en moins gros. Moyen et gros. Mais ça veut dire... Non, parce que juste très vite là-dessus, parce que je me souviens très bien, à chaque fois, PSA, on allait chercher avec cette question-là, vous êtes trop petit, vous êtes trop petit. À l'époque où il devait être à 3 millions de véhicules. Volvo est à quoi 700, 800 000 Ouais, voilà, 700 000. On peut vivre, en fait, et on peut... Parce que... On nous décrit, et c'est ça dont je veux qu'on parle ensemble, une masse d'investissement considérable devant aujourd'hui l'automobile. Alors, oui, il n'y a pas que ça. On peut assumer cette masse d'investissement en vendant 700 000 véhicules par jour? Alors, tu dois faire partie d'un groupe plus gros, parce que si tu regardes l'histoire de Volvo seul, la vie a été difficile, avec beaucoup moins de volume. Une fois que ça s'est adossé à un plus grand groupe, ça a été un petit peu mieux. Ça n'a pas non plus très bien marché. Donc maintenant, ça s'adosse toujours à un investisseur asiatique, mais qui a une panoplie de marques et qui a un environnement mondial et de la volumétrie beaucoup plus forte. Donc Volvo s'inscrit à l'intérieur d'une volumétrie d'environ 2 millions de voitures. C'est Geely, c'est ça C'est Geely, voilà, un constructeur chinois. Absolument. Donc ça permet ensuite toutes les économies d'échelle. D'accord. Et en fait, c'est eux qui travaillent notamment, enfin on va en parler, sur les batteries, sur des éléments comme ça. C'est ça. Et qui permettent à Volvo de progresser, parce que j'étais... Oui, ils ont racheté Volvo à un prix défiant toute concurrence. Et le proprio a dit immédiatement, voilà 11 milliards de dollars sur la table le premier jour, et vous me réinventez tout. De façon très souple, c'est-à-dire une plateforme, des énergies, des silhouettes de voitures. Voilà, vous repartez à zéro, vous avez feuille blanche, et vous m'électrifiez tout ça, parce qu'il y avait une vision beaucoup plus mondiale. C'était il y a quoi, il y a 4-5 ans, ça? Non, c'était en 2010. Donc ça va vite, maintenant c'est 11 ans. Ah oui, bon Dieu. La deuxième vie de Volvo a maintenant à 11 ans. Et avec une feuille de route et des tempos qui s'accélèrent. Alors, des choses qu'on annonce beaucoup plus. Il y a un autre, alors je me souviens très bien ça. Tu vas me dire en quelle année tu m'avais dit ça. J'avais trouvé ça complètement dingue. Volvo avait pris un engagement, j'en entends plus parler. Plus aucun mort provoqué soit par une Volvo, donc soit dans la Volvo, soit même un piéton écrasé ou un vélo. Oui. Zéro mort. Zéro mort dans l'environnement Volvo. Oui. Mais en fait, au moment où on l'a dit, on l'avait mis à un horizon 2020. Mais comme ça reste un objectif, un but permanent, on n'a pas lâché l'affaire. Et c'est en roulement permanent. Donc c'est une obsession chez Volvo. Et personne ne pourra dire si ça a été le cas ou pas le cas, parce qu'il n'y a pas une mesure mondiale de ça. Mais en tout cas, c'est toujours l'objectif. Vous-même, vous n'êtes pas en mesure de savoir en fait si l'objectif est tenu, s'il n'y a pas... Non. Quelque part en Indonésie, une Volvo qui s'est retournée dans un fossé. Voilà. Et puis ensuite, tu sais qu'un arbre tout d'un coup tombe ou un poids lourd arrive en face. Mais c'est pour ça que je trouvais ça dingue comme engagement. Mais la réalité est que en responsabilité de la marque ou du conducteur en état sain, n'a jamais été mise en défaut dans ce genre d'accident. Ça veut dire qu'on va quand même, qu'on le veuille ou non, sans doute, vers une disparition de la mortalité automobile? Elle baisse drastiquement, d'une part par une responsabilité collective et individuelle, et ensuite par un équipement dans les voitures qui fait que la sophistication des matériaux et de l'ingénierie qui est dedans veille au grain, et on n'a pas fini. Il va y avoir des caméras qui vont surveiller tes yeux, ta pupille, et voir si tu as un petit moment de faiblesse et d'abandon des commandes, et ça prendra le relais immédiatement de tous les systèmes de sécurité, et ça ira gentiment garer ta voiture sur le bord. Bon, parlons, et justement, cette taille et ta connaissance très très fine du marché depuis tant d'années te permet quand même une grande indépendance. Les premiers défis... Ah non, d'abord, est-ce qu'aujourd'hui, on en demande trop à l'industrie automobile européenne? Est-ce qu'aujourd'hui, le poids des normes
fait qu'à un moment, vous n'allez plus être compétitif? Alors, il y a différentes normes. Le poids des normes de la sécurité n'est pas un problème en soi, puisqu'on améliore sans cesse nos voitures. Je pense aux normes d'émission, évidemment. Alors, la réglementation environnementale est extrêmement lourde, ça c'est une chose, mais on dit toujours qu'on fait partie du problème, donc on doit faire partie de la solution. Le problème n'est pas là, le problème il est dans l'incohérence de toutes ces normes. La rapidité et l'échelle temps, on peut aussi la discuter, peut-être que ça n'a pas été assez vite il y a quelques années ou il y a 10 ans et que maintenant c'est en train de s'accélérer énormément. Et les constructeurs qui font face à des investissements colossaux et des cycles de vie de l'industrie, parce qu'il faut 6 à 7 ans pour avoir amorti ces frais de R&D. Donc si tous les curseurs changent tous les ans, tous les 12 mois, en étant draconiens et de plus en plus forts, on ne peut pas réagir, donc on prend des décisions extrêmement courageuses, extrêmement sophistiquées, extrêmement coûteuses pour faire face à ça et éviter de mourir, parce qu'on en est là, dans ces normes d'émissions. C'est ça. Et j'avais entendu, moi, le patron de Toyota, il y a 2 ans, enfin le patron de Toyota, le représentant français au conseil d'administration de Toyota, j'ai oublié son nom là, enfin bref, il est très connu, voilà, très connu dans l'industrie, dire donc tous on part comme des malades dans l'électrique parce qu'on n'a pas le choix. Oui. C'est peut-être pas ce qu'il faudrait faire. Écoute, on n'a plus le temps de réfléchir parce que les normes ont été votées, elles sont connues sur les années qui viennent. Ça veut dire qu'on arrive à être obligé de prendre des décisions fondamentales et majeures, d'abandonner des terrains d'investigation, d'abandonner des technologies qui font vivre beaucoup de monde, dont les normes de pollution peuvent être contestées. Mais on n'a plus le choix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le raisonnement en disant c'est intelligent ce que l'on fait là, c'est qu'il faut le faire parce que c'est une question de survie. Et pour une marque comme la nôtre, l'agilité et de prendre des décisions encore plus en amont de l'application de ces décisions est une question vitale. C'est quand même très... Enfin, je ne vais pas dire inquiétant, mais... c'est quand même un vrai sujet. Et vous êtes les premiers, et je pense que des pans entiers de l'industrie sont confrontés derrière. C'est-à-dire cette obligation de prendre en fait la technologie disponible et de s'engouffrer dedans, et d'une certaine manière d'arrêter la recherche sur des choses qui, si on fait le bilan général pour l'ensemble de la planète, auraient peut-être été plus profitables. Peut-être. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que généralement, dans du commerce, le client normalement décide. Le client, c'est le patron. Et là, on est en train de lui imposer à marche forcée, des modes de mobilité, des consommations, des produits dont on sait aujourd'hui qu'il n'est pas forcément mûr pour les acheter. C'est-à-dire qu'on parle de l'électrification, du 100% électrique. Il n'y a pas de marché qui prouve, à part en Asie, où il n'y a pas eu les technothermiques qui ont construit ça pas à pas pendant des années. Là, et donc ils passent radicalement à une nouvelle technologie. Là, nous, on doit changer de technologie en se disant, en face, il n'y a pas beaucoup de clients pour l'acheter, pas beaucoup de clients à éduquer. Et ce n'est pas le marché et les clients qui nous forcent à évoluer, c'est une réglementation dans des cadencements et dans des délais qui ne sont pas ceux de l'industrie. Donc, tu as une double peur. C'est là, est-ce que la technologie va arriver à suivre et nous permettre de survivre aussi rapidement? Et est-ce qu'il va y avoir un client en face? Est-ce qu'on va avoir le temps d'éduquer le client et d'éduquer... Il faut une éducation à l'électrique? Oui, et nos propres forces de vente. C'est-à-dire que le schéma change complètement et va changer dans des échelles temps beaucoup plus courtes. C'est ce qu'on faisait en 10 ans auparavant, on doit le faire en 1 an maintenant. Donc on a réduit de 10 ans les périodes de transformation. Donc mon boulot, c'est d'essayer d'éduquer toutes nos forces de vente à changer les paramètres. Et quand une voiture électrique arrive, c'est pas de dire bon, c'est une voiture de plus à la gamme. Donc voilà, vous avez un essence, un diesel, un hybride électrique. Non, tout change. Il faut inventer des nouveaux systèmes de package, des nouveaux systèmes de mobilité, promouvoir la recharge à domicile, travailler le transport en entreprise, les intermodalités, parce que les autonomies sont plus courtes. Donc nos propres forces de vente, rassurer des clients qui arrivent avec plus de questions que de certitude, et essayer de les amener gentiment à cette transition, parce que spontanément, dans les showrooms de quelque marque que ce soit, ça ne se bouscule pas au portillon pour dire « donnez-moi ce qui est en tout électrique ». Tu sais, je voyais on peut en parler justement, parce que la pub d'un de tes concurrents qui me surprenait beaucoup, ça commence, vous l'avez peut-être vu, c'est une voix off qui dit il a lu 1357 articles sur le sujet, il a consulté 250 000 bases de données, et tout à coup, il a eu un éclair de génie devant cette voiture qui passe. Sauf que non, tu n'as pas d'éclair de génie devant la voiture qui passe. Et ce qui reste, c'est l'énorme complexité en fait, du problème qui est posé par cette nouvelle vie électrique. Qui change tout. Ce qui m'amène à un autre point qui m'intéresse beaucoup, c'est les concessions. Enfin, alors, d'abord, l'électrique, c'est moins de mécanique.
Dans le bilan Oui, aujourd'hui oui. Il y a beaucoup moins de pièces d'usure, beaucoup moins de pièces qui ont de la consommation d'ingrédients parallèles. Donc oui, il y a beaucoup moins. Et en plus, ça régénère sa propre électricité dans des freinages assistés. Donc on freine moins avec les systèmes de freinage classiques. Donc bon, ça c'est dans un temps futur. Pour le moment, il y a un parc automobile qui va durer encore des années à l'entretien. Mais c'est vrai que le nouveau mode des voitures électriques fait disparaître un certain nombre de technologies. Bon, mais le saut quantique que vous avez été obligé de faire, de vendre des voitures, alors je ne sais pas si c'est le cas de Volvo, mais de vendre des voitures directement sur Internet, parce qu'à un moment, les concessions étaient complètement fermées. Est-ce que ça, c'est pas un sacré choc dans le business model des... On va reprendre les choses par étapes. Oui, il y a l'affirmation que dans des années, le commerce se fera plus en ligne. Mais on va revenir dessus. Ce qu'on a fait on a testé quelques systèmes pendant la période de confinement, parce qu'on a été obligé, du jour au lendemain, de fermer 100% de nos boutiques et de nos ateliers. 100%. Ouais. Donc un cataclysme. Et on se dit, pour autant, comment gardons-nous un contact avec nos clients ? Et donc le digital s'est imposé pour des offres moins sophistiquées. On ne pouvait pas faire d'essais. Donc on a utilisé ce canal. Est-ce qu'il a permis de vendre des voitures super marginales, c'est-à-dire rien, honnêtement, enfin quelques unités, on est à moins de 1% de business qui s'est vraiment fait en ligne. Mais le contact, l'expérience client, comment allez-vous? Est-ce qu'on peut continuer à discuter? Est-ce que je peux vous faire des vidéos? Est-ce que je peux vous envoyer quelque chose? Vous faire des offres et vous la proposer en plus en dématérialisé, ce qu'on ne faisait pas, parce qu'on était très classique dans l'industrie automobile. Donc là, ça nous a forcé à aller un peu de l'avant. Et c'est surtout la gestion une nouvelle gestion de la relation client. Qui était très physique avant. On se parlait, on se voyait, on se touchait. Donc là, ça nous a permis de faire ça et d'accélérer notre processus, qui est de dire, attention, tout ça est en train de changer, soyons prêts pour la génération suivante, où là, la dématérialisation, un peu moins de relations, va nous mettre en face de ces responsabilités d'avoir du commerce en ligne. Mais tu ne penses pas que ce sera brutal? Non, ça va se... Petit à petit. Mais bien sûr. Quand tu dis on va y revenir, là, on va vendre des véhicules en ligne. Oui. On va vendre des choses en ligne, mais pas... Enfin voilà. Au moins, l'offre et le parcours client va être bien meilleur en ligne. Est-ce que ça continuera à se faire via des vendeurs qui seront plus dans le rôle de conseil et des concessions avec des essais, des reprises et une personnalisation de l'acte? Bien entendu. Mais mon principe est de dire, il y a des gens de générations un peu plus jeunes que nous, je ne dis pas qu'on est des vieux, mais on est un peu poussés par les nouveaux, qui disent acheter, louer. Parce qu'on n'achète plus rien aujourd'hui. 96% de ce que je vends est en formule locative. Donc ce qui les intéresse, c'est 300, 400, 500, 600 euros par mois en fonction de leurs moyens, mais pas du tout 50, 90 000. Donc ça, on est dans un processus où on ne dit pas une voiture à 90 000 euros, c'est invendable sur Internet. C'est pas ça le problème. C'est que maintenant, c'est 600 euros. Est-ce qu'une offre packagée par 600 euros est vendable, explicable, si je dématérialise tout le process? Et on a des clients qui disent, moi, ça me va très très bien, je signe un contrat, tout est dématérialisé, je n'ai pas spécialement besoin d'aller en concession, parce qu'on m'en a parlé, j'ai été rassuré par les commentaires bienveillants d'une communauté sur Internet. J'ai tout configuré, ça me va. Et moi, je dis, s'il y a un seul client au monde qui est prêt à 100% sans venir me voir à acheter ou louer une Volvo complètement dématérialisée, je veux que ce soit chez moi. Je ne veux pas le laisser à un autre, donc je veux que ma plateforme soit prête. À quelle vitesse? Comment ça va se faire? J'en ai aucune idée. On se projette en disant, attention, le temps va vite et on parle de 2030. On dit en 2030, nous pensons que ça sera l'univers commun de tout le monde. Ça sera beaucoup plus selon ces process. On aura des concessionnaires. On aura des vendeurs, mais leur rôle, la manière d'agir va être autour de l'expérience client, peut-être moins dans la négociation commerciale. Il me reste une minute, Yves. Le marché est retombé en janvier. Oui, il n'est pas très fort. Et tu crois qu'il va y avoir des doutes comme ça? C'était très très fort cet été, on a beaucoup raconté. Oui, je pense que ça repartira. Il y a des pans de l'économie qui vont quand même pas bien. Dans certains pans d'activité. Oui, bien sûr. On a très bien vu l'année dernière. Et donc c'est ça en fait qui c'est là que ça mange sur le marché. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se disent, est-ce que je me décide à faire un plan d'investissement? L'année dernière, après les 2 mois de pandémie, c'est reparti très très fort. On a fait une année exceptionnelle sur les mois de l'année. Là, on sent qu'il y a un coup de mou chez les particuliers comme chez les entreprises. Ça repartira. Mais là, janvier, février, mars, c'est pas terrible. Yves Pasquier-Desvignes, donc le patron de Volvo Cars en France, était notre invité sur Bismart.